Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Et notre invité pour le fait du jour, c'est-à-dire la loi immigration, c'est Luc Gras, politologue. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler bien sûr de cette loi immigration, à savoir est-ce que c'est une victoire ou une défaite déguisée? Qui gagne en fait dans cette affaire? Un ministre démissionnaire, une majorité pour Emmanuel Macron divisée, un parti divisé même, et une opération SOS, service après-vente pompier, appelons-la comme on veut, hier dans C'est à vous, 2 heures d'entretien pour expliquer que c'est une loi essentielle et qu'il n'est pas d'accord avec tout et peut-être le Conseil constitutionnel va quand même censurer quelques mesures de la loi. Vous en pensez quoi, vous, de cet épisode parlementaire qu'on vient de vivre et de la prise de parole, bien sûr, du chef de l'État? Alors, sur l'écume des jours, chacun peut penser qu'il a gagné. Le Rassemblement national, parce qu'il a effectivement psychologiquement imprimé pas mal de choses, notamment sur les évolutions concernant le droit du sol, où il y a une petite introduction de cette idée, mais qui existait déjà d'ailleurs dans les esprits. Mais enfin bon, ça a été matérialisé. Ceci dit, il est en train de se faire prendre ses billes, le Rassemblement national, parce que la loi va dans le sens que souhaitent non seulement 70% des Français, mais également le Rassemblement national. Donc vous voyez, ça pourrait être une victoire à la Pyrrhus pour le Rassemblement national. C'est pour eux une victoire idéologique. C'est une victoire idéologique, oui. Mais est-ce que c'est une victoire politique? J'en suis moins certain. Pour Emmanuel Macron, il a entendu que 70% lui demandaient quelque chose, une initiative dans ce domaine, même si c'est pas sa tasse de thé. Il y a été, donc il s'est rapproché des Français par définition, puisqu'il fait une loi qui va dans le sens de leurs souhaits. Pour LR, c'est un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres, parce que tout le monde l'enterrait, et il est quand même à la manœuvre et à l'écriture sur ce texte. Non, il n'y a guère que la gauche qui semble quand même avoir pris un coup à partir du moment où ils ont voté la motion de rejet, sauf Delphine Batho qui a un peu sauvé l'honneur de dire que le texte qui allait revenir nécessairement allait être plus à droite. Ouais. Et puis l'argument de dire que de toute manière il y aurait eu la CMP ne tient pas, parce que pendant la discussion parlementaire, la gauche aurait pu exposer son point de vue et peut-être pousser le gouvernement dans ses retranchements. Mais est-ce que tout ça, c'est pas finalement une sorte d'écran de fumée, de théâtre, parce que tout le monde attend la décision, in fine, du Conseil constitutionnel qui va revoir la loi, la passer à la moulinette et sans doute limiter la portée de cette loi. On rappelle, c'est la 29e, je crois, loi de ce type en 20 ans. On a l'impression que ça s'accumule et que le problème est toujours là, la question de gérer l'immigration dans le pays. Est-ce que la gauche n'est pas gagnante d'une certaine façon, puisqu'elle se resserre sur ses bases idéologiques, sur l'union, avec l'annonce de certains responsables politiques qui disent ne pas appliquer cette loi si jamais elle était promulguée, ou du moins trouver la parade en ayant des à côté pour continuer d'aider les personnes en situation irrégulière. Alors il y a plusieurs questions dans votre formulation. La première, effectivement, passagèrement, ça a permis à la NUPES, ex-NUPES, de se resserrer, de resserrer ses liens. Sur le fond, il y a aussi, c'est quand même assez curieux, vous avez d'un côté Cohn-Bendit et de l'autre Zemmour qui disent ce texte ne sert à rien. Ouais. Et je serais pas loin de partager ce point de vue, car en réalité, face au flux migratoire, 350 000 à 400 000 par an qui arrivent sur le territoire national, évidemment que cette loi ne va impacter que à la marge. Donc, vous voyez, il y a 2 points importants. Un, la volonté des Français, 70%, pensent qu'il y a une question migratoire à traiter. Tous les partis politiques, y compris la gauche, devraient se saisir de ce sujet-là pour apporter des solutions. Emmanuel Macron, assez opportuniste pour l'occasion, se dit il y a 70% des Français, il faut faire quelque chose. Le problème, c'est qu'on le voit très clairement depuis 24 heures. Il y a d'une part la population française qui souhaite des initiatives en cette matière, et puis on voit bien que les élites, le côté un peu parisien, fait que circuler, il n'y a rien à voir. Et donc là, il y a une déconnexion des représentants et des élites en général par rapport au peuple qui pose problème. Ouais, mais c'est quand même assez incroyable de se dire que à droite Zemmour, à gauche Cohn-Bendit, les deux sont d'accord pour dire que la loi va servir à rien. Et puis l'absent dans la pièce, la législation européenne. Dans le même temps, Ursula von der Leyen était très fière de parler de la promulgation du pacte d'immigration européen qui va finalement régir l'immigration en Europe, puisqu'on fait partie de l'espace Schengen. Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie encore plus énorme par rapport au droit européen dont on ne parle jamais finalement dans les débats nationaux?
Tout à fait. Il y a un vrai problème. C'est à quel niveau doit-on traiter des sujets migratoires. Et quand je dis traiter, c'est aussi bien au niveau social qu'au niveau politique. Eh bien, évidemment que ça doit relever du niveau national, puisque c'est la nation, dans sa souveraineté nationale, qui doit s'emparer de la chose. Et donc, effectivement, qu'il n'est pas possible que des instances supranationales puissent décider à la place des nations. Ce sont les peuples qui sont en dernier souverains. Et donc, ça pose un problème. La réalité, c'est que avec ce texte, s'il n'aboutit pas à des résultats, ce qu'escompte le président de la République, alors ça légitimera complètement pour eux la légitimité de demander une réforme de la Constitution pour reprendre la main sur ces questions qui peuvent être traitées aujourd'hui effectivement tant au niveau national qu'au niveau européen. Et vous pensez que c'est une stratégie, par exemple, pour Reconquête ou pour les LR, de viser, in fine, une modification de la Constitution ? Alors je me demandais si c'était pas une stratégie du Rassemblement national d'avoir dit on va voter le texte, on sait très bien qu'il n'y aura pas de résultat, et donc ça renforcera leur principal argument qui est de dire il faut réformer la Constitution, ce en quoi ils sont d'accord avec les LR. Ouais. Est-ce que ce moment, au-delà du texte sur la loi immigration, constitue pour vous une refondation politique, ou du moins on rebat les cartes et on voit que le en même temps d'Emmanuel Macron est en train d'arriver à sa fin et on va revenir finalement sur un axe gauche-droite sur des sujets régaliens, la sécurité, l'immigration, mais aussi l'économie. Est-ce que c'est la fin du en même temps ? Alors depuis le début, je pense que l'expérience du en même temps ne serait qu'une parenthèse dans la vie de la Ve République. La Ve République repose sur un système extrêmement clivant. Il y a la majorité et les oppositions à travers le parlementarisme rationalisé, c'est tout le monde s'organise derrière le président de la République pour la majorité, les autres s'opposent. Le en même temps tient pas dans un système comme celui-ci. Donc il sera, quel que soit le talent d'Emmanuel Macron, une parenthèse, et on va revenir, et c'est peut-être bien pour la démocratie, dans une alternance possible entre une gauche unie et une droite unie. Après, il faut construire ces deux concepts. Oui. Mais oui, bien sûr qu'on va revenir après Emmanuel Macron à une opposition droite-gauche. D'ailleurs, les préludes sont là avec ce texte-là, parce que c'est un texte clivant et chacun a retrouvé sa famille politique. Que Monsieur Rousseau démissionne, il est normal. C'est un homme de gauche. Il a une approche plus par le social. Il est un peu choqué par ce qu'il y a dans ce texte. Pour les gens de droite, ils se retrouvent à droite tous ensemble. Évidemment, LR est avec le Rassemblement national sur cette thématique. Mais vous en pensez quoi justement de la démission d'un ministre de la Santé qui n'a rien à voir avec cette loi pour une loi, enfin si tous les ministres démissionnaient quand ils ne sont pas d'accord avec une loi, ce serait un peu terrible, non, pour un gouvernement ? Alors sous la Ve République, la meilleure formule c'est celle de chevènement, c'est-à-dire on se soumet ou alors on se démet. Ouais. C'est ça, je l'ai en termes plus citadins, je vous dis les choses, c'est-à-dire que sous la Ve République, il y a le fait majoritaire, on s'inscrit dans le fait majoritaire, on s'inscrit dans le fait de soutien au président de la République, et en conscience, chacun peut, Dieu merci, garder son libre arbitre et donc se retirer. Non, l'essentiel sur ça, c'est que vraiment l'opinion publique veut des initiatives par rapport à la question migratoire. Et la question de tous les partis politiques, c'est comment appréhender cette problématique. Dans les sondages, dans les études d'opinion, il y a deux sujets. Le pouvoir d'achat et les problèmes migratoires, de sécurité, etc. Ouais. Les deux doivent être traités également par tous les partis politiques. Mais Emmanuel Macron a pris la parole hier dans l'émission C'est à vous, où il a expliqué que c'était une loi attendue, qu'il n'était pas d'accord sur tout, mais que c'était très bien comme ça, et que c'était une défaite finalement du RN, et qu'il ne fallait pas laisser en fait ces questions-là au Rassemblement national. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? L'idée qu'il faut siphonner chez l'adversaire ses meilleures idées, c'est totalement habituel en politique. Donc aller chercher sur le terrain du Rassemblement national pour l'empêcher en 2027, le problème c'est que là, ce raisonnement-là, il tient que par le résultat. Est-ce que cette loi va être efficace ? Et à ce moment-là, il peut gagner son pari, siphonner de l'intérieur le Rassemblement national. Mais si jamais, effectivement, les flux migratoires, comme il est vraisemblable, continueront, vous savez, quand vous quittez votre pays à 3000 km, vous venez pas en France parce que on va retarder, vous venez pas en France parce qu'on va retarder de 18 à 24 mois les allocations. Non, vous venez parce que vous crevez de faim ou parce que vous êtes persécuté. Et donc, sur les flux migratoires, on peut se poser des questions. Donc, c'est un pari très, très, très osé. Disons que c'est un pari à court terme, peut-être aussi parce que les Européennes sont là l'année prochaine et finalement, ça permet de donner un peu du grain à moudre, de remettre le Rassemblement national à sa place, de jouer l'opposition. Est-ce que aussi, pour parler de court terme, les jours finalement du gouvernement Borne sont comptés ?
Alors c'est probable parce que on voit bien que là il y a un problème de souffle. Après le gouvernement changera ou pas en fonction de la stratégie du président. Soit il décide comme il l'a dit hier de rester dans le en même temps, et le en même temps c'est nulle part, et donc on voit pas pourquoi il changerait de gouvernement pour aller nulle part. Soit il décide une nouvelle stratégie clairement d'alliance avec la droite républicaine, LR, et peut-être même au-delà, quelques personnalités. Et à ce moment-là, effectivement, ça motiverait le changement. Ça ne pourrait être un changement de cap qu'avec quelqu'un plus à droite. Oui, mais c'est pas le choix. Enfin, on parle de Bruno Le Maire aux portes de Matignon. Certains font des appels du pied. Pour le moment, ni dissolution, ni remaniement. Cette prise de parole hier, on est encore un peu dans l'attentisme. Et pourtant, Emmanuel Macron a dit qu'il y aurait un rendez-vous avec les Français en janvier. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ce rendez-vous? Alors, le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il y a tous les 6 mois un rendez-vous historique. Alors, vous avez vu, et il va même chercher dans les ors de l'histoire de France avec le Conseil national de la résistance qui a fait un plouf magistral. Il ne faut pas prendre le président Chirac, mais c'est abracadabrantesque. C'est retour de marmite tous les 6 mois. On n'y croit plus beaucoup. Ouais. Donc maintenant, la charge de la preuve est sur lui. Quelle initiative il pourrait prendre? Alors, il y a des initiatives. Un référendum sur tel ou tel sujet. Ça, ce serait une initiative forte et qui peut-être permettrait de débloquer les choses. Un référendum, personne n'en veut jamais sur aucun sujet. On a l'impression que c'est encore devenu un gros mot, alors que c'était l'essence même de la Ve République de Gaulle. Tout à fait. Le général de Gaulle a donné à la France, avec Michel Debré, un pouvoir fort à la condition de respecter le peuple en venant le consulter régulièrement à travers les référendums. Il en a fait plusieurs. Il a montré, jusqu'à son départ en 69, qu'il était prêt à se mettre en jeu. C'est la démocratie, le peuple, et on revient à notre discussion du début, le peuple est le souverain dans le système de la Ve République aussi. Oui. Et donc, voilà, une initiative comme celle-là, elle pourrait faire bouger les lignes. Et puis prendre le risque. Parce que de toute manière, si ça continue comme ça, il va arriver un moment où sa majorité étant affaiblie, majorité relative affaiblie, etc., oui, déjà, oui. Il pourra peut-être changer les choses en tentant le coup de poker d'une dissolution. On n'en est pas encore là, les esprits sont pas mûrs. Je pense que le président, avec ce qu'il a dit hier soir, n'est pas encore prêt à cela. Mais justement, enfin, cette 5e abâtardie, avec les différentes réformes successives, fait que on a l'impression que c'est les sondages qui ont remplacé les référendums et que le peuple a perdu le pouvoir, non? Alors, si les sondages avaient remplacé le référendum, il n'y aurait pas eu la loi sur les retraites, parce que régulièrement les Français ont été consultés, plus de 60% étaient contre la réforme des retraites. Vous disiez par exemple, dans les sondages, en revanche, les Français voulaient une loi sur l'immigration. Donc oui, alors quand là, les arrange, le sondage est bon, et enfin voilà. C'est ça. Oui, alors, c'est-à-dire que sur les retraites, il était à fond sur les retraites, mais on comprend pourquoi. Il a des préoccupations économiques avant tout, et c'est sa passion. Emmanuel Macron, c'est d'abord un homme qui défend l'économie, qui est à la tête de l'État. Et pour l'économie, il pensait que c'était bien de faire la réforme sur les retraites. 60% des Français de janvier à juin ont tout le temps dit « nous, on n'en veut pas ». Eh ben, c'était pas très grave que les sondages soient pas favorables à la retraite. Il l'a fait. Et là, puisque c'est intéressant pour lui, puisqu'effectivement il y a 70% de Français qui voulaient le texte sur les médiations, eh bien il s'est appuyé dessus, ça s'appelle la politique. Ouais, en fait, la politique sondagière, moi je rajouterais quand même, parce que la politique, ce serait peut-être le courage du référendum. Ah ben ce qui serait bien, c'est d'avoir un président de la République dans le futur, qui soit quelqu'un qui a une vision et qui ne fluctue pas en fonction des sondages ou des intérêts de telle ou telle catégorie. Et évidemment que dans cette vision d'un homme politique chef d'État, au-delà des partis, qui a une vision pour la France, la consultation régulière du peuple vient légitimer l'action de ce président de la République. Et pour vous, quel a été le dernier président de la République à avoir une vision pour ce pays ? Ça, c'est la question piège. Assurément, le général de Gaulle, je vais reprendre dans l'autre sens, Georges Pompidou, qui était un fervent, notamment de la politique industrielle. Après, il y a eu des visions successives. François Mitterrand avait une vision, notamment à travers sa vision sociale. Et puis, il a fait quand même des réformes importantes, comme la fin de la peine de mort, etc. Jacques Chirac, avec sa position en politique étrangère sur l'Irak, avait une vision. Mais avec le temps, on peut dire que cet élément-là, qui est absolument structurant, devient essentiel dans un monde où tout part un petit peu dans tous les sens, où il est important d'avoir au gouvernail de la France quelqu'un qui a une vision, qui a des repères. Et cela s'imprime à partir du moment où c'est formulé à partir de valeurs. Donc bien sûr que la France est accueillante de tous, mais les valeurs, on ne peut pas faire fi du passé pour construire l'avenir.
Merci beaucoup Luc Gras pour votre éclairage sur cette loi immigration. On se retrouve dans un instant pour parler de la situation internationale. Vous êtes sur Sud Radio, 0826 300 300 pour le standard. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai.